Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet vraiment fascinant, nos droits numériques au travail. Souvent, on voit le cadre juridique comme une montagne de paperasse, une contrainte administrative super lourde. Mais, et si ça pouvait se transformer en un véritable bouclier pour les salariés? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va découvrir. L'aïkido social trouve dans le RGPD un allié inattendu. Franchement, le concept est juste brillant et mérite qu'on s'y attarde. En aïkido, on n'oppose jamais la force à la force. L'idée, c'est d'utiliser le poids, l'élan de l'adversaire pour le rediriger. Transposé à l'entreprise, ça donne ça. On prend la complexité incroyable des réglementations sur les données et on l'utilise pour retourner la puissance informationnelle de l'employeur au profit exclusif de la protection des travailleurs. C'est littéralement utiliser le système à son avantage. Pour bien comprendre comment ça marche, on va suivre une feuille de route très simple. D'abord, le concept d'aïkido social couplé au RGPD, ensuite les objectifs et le champ d'action, puis on détaillera l'arsenal des 7 droits des salariés. On parlera aussi de l'accès aux emails pro, des personnes vraiment autorisées à lire ces infos, et on finira avec ce qui fâche un peu, les sanctions pénales et la confidentialité. Allez, c'est parti. On attaque tout de suite avec notre première partie, l'aïkido social et le RGPD. Voyons comment ça se passe sur le terrain. Imaginons une situation très concrète. Une direction décide du jour au lendemain d'installer des badges biométriques, une technologie, avouons-le, particulièrement intrusive. Face à ça, la réaction classique du Comité social et économique, le CSE, serait l'opposition frontale. Mais là, non. Le CSE sort sa carte Aïkido. Il s'appuie habilement sur la loi et demande tout simplement un document obligatoire pour ce type de projet, l'analyse d'impact relative à la protection des données. Et comme par hasard, le document manque à l'appel. Le CSE s'engouffre dans cette faille administrative. Le résultat est bluffant. Ils obtiennent un système alternatif pour les personnes qui refusent la biométrie, des limites super strictes sur l'utilisation des données et même un droit d'audit permanent. Bref, une simple erreur de paperasse s'est transformée en une véritable forteresse pour les salariés. Ce qui nous amène à notre deuxième point, les objectifs et l'application. Quel est ce fameux socle légal qui permet de tels retournements de situation? Tout commence vraiment en mai 2018. C'est là que le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, entre en scène. Sa mission première, encadrer rigoureusement tout traitement de données personnelles. Mais le vrai coup de génie de ce règlement, c'est son universalité absolue. Qu'elle soit publique ou privée, n'importe quelle organisation dans le monde doit s'y plier dès l'instant où elle manipule les données de citoyens européens. C'est massif. En fait, ce texte repose sur 3 grands piliers. De 1, harmoniser les règles partout dans l'Union européenne pour éviter les failles. De 2, responsabiliser les entreprises. Fini de jouer, elles ont des obligations proactives dès qu'elles touchent à des infos sensibles. Et de 3, le renforcement direct des droits des individus. L'idée, c'est vraiment de redonner à chacun le contrôle total sur ses propres informations. Alors, passons à notre troisième partie, les 7 droits des salariés. C'est l'arsenal concret que tout le monde devrait connaître par cœur. On commence avec les 5 premiers droits fondamentaux. D'abord, le droit d'accès, c'est la base, savoir si nos données sont traitées et de quoi il s'agit exactement. Ensuite, le droit de rectification, super pratique pour faire corriger tout de suite une information fausse ou incomplète. Puis, on a le droit à l'effacement, souvent connu comme le droit à l'oubli. On trouve aussi le droit d'opposition, une arme redoutable pour dire un grand non à l'utilisation de ces données. Et enfin, le droit à la portabilité, pour récupérer ces infos dans un format clair et pouvoir partir avec sous le bras. Et pour verrouiller tout ça, on ajoute 2 droits qui sécurisent tout le dispositif. Le droit à la limitation du traitement, en gros ça permet de geler l'utilisation des données, ce qui est parfait s'il y a un litige sur l'exactitude des informations. Et pour finir, le droit d'introduire une réclamation directement à la CNIL. Savoir qu'un arbitre impartial et surtout doté de vrais pouvoirs de sanction surveille tout ça, c'est quand même la garantie que la loi est respectée. Poursuivons avec la 4e partie, l'accès et les courriels professionnels. Parce que oui, en pratique, il y a quand même des limites, on ne peut pas tout faire. Il faut bien comprendre qu'il y a une frontière très stricte à ne pas franchir. Oui, le droit d'accès couvre les données personnelles, c'est un fait. Par contre, attention, ça ne s'applique pas aux documents d'entreprise en général. Le RGPD, ce n'est pas un passe magique pour aller fouiller dans toutes les archives internes d'une boîte. Les demandes doivent toujours respecter des principes supérieurs, comme les droits des tiers ou le secret de la propriété intellectuelle. Et ça devient limpide quand on parle des emails professionnels. Là-dessus, la CNIL est sans ambiguïté. On n'accède à un email que si on y a joué un rôle précis. Concrètement, il faut être soit l'expéditeur du message, soit son destinataire direct, soit y être explicitement mentionné. C'est tout. Ça empêche totalement les dérives où quelqu'un utiliserait son droit d'accès pour espionner les correspondances des autres. Ce qui fait une transition parfaite vers notre 5e point, les destinataires autorisés. Au sein de notre entreprise, qui a vraiment le droit de voir quoi? Ici, la règle d'or, c'est le besoin d'en connaître. On ne donne accès qu'à ce qui est strictement indispensable.
Les ressources humaines, elles accèdent à la gestion du personnel, un point c'est tout. Les supérieurs hiérarchiques, interdiction formelle de mettre le nez dans les données liées à l'action sociale de leurs équipes. Mais là où c'est fascinant, c'est du côté des instances syndicales. Pour que le CSE obtienne des coordonnées professionnelles, il faut impérativement l'accord explicite des employés. Et pour les délégués syndicaux, c'est carrément la double sécurité. Ça requiert un accord formalisé avec l'employeur et le recueil de l'accord exprès de chaque salarié concerné. Bref, la confidentialité repose entièrement sur le consentement. Et on arrive déjà à notre 6e et dernière partie. On va aborder un aspect crucial, les sanctions pénales et la confidentialité. Et on va vite s'en rendre compte, la loi ne plaisante pas avec le sujet. Franchir la ligne rouge ne se termine pas par un simple rappel à l'ordre dans le bureau des RH. Transmettre ou communiquer un courrier, physique ou électronique, sans l'accord de la personne qui l'a rédigé, outrepasse totalement le cadre de l'entreprise. En France, l'article 226.1 du Code pénal est catégorique. Cet acte est pénalement qualifié d'atteinte à l'intimité de la vie privée. La protection du secret de la correspondance est tout simplement absolue. Et la loi frappe fort. Violer cette intimité de la correspondance, ça peut tout bonnement envoyer la personne responsable derrière les barreaux pour une durée allant jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Oui, carrément 1 an. Et à cette peine de prison s'ajoute immédiatement une sanction financière extrêmement dissuasive, une amende qui grimpe à 45 000 €. Ces chiffres imposants montrent très clairement que la confidentialité, ce n'est pas juste une petite recommandation interne de bonne conduite. C'est un impératif légal dont la violation se paie au prix fort. Pour conclure, l'aïkido social nous montre une chose passionnante. Une réglementation, même ultra complexe, peut devenir un levier d'action extraordinaire quand on sait l'utiliser. Une connaissance précise de ce cadre légal reste la meilleure arme pour protéger efficacement nos espaces numériques au quotidien. Ce qui nous laisse avec une question en suspens pour la suite. Comment la maîtrise de ces limites strictes et de tous ces outils va-t-elle façonner demain l'avenir de la confidentialité dans nos propres espaces de travail ? La réflexion est ouverte.